Pour comprendre l'importance des mers et des océans, il faut peut-être commencer par une phrase très simple. La mondialisation flotte, elle flotte sur des porte-conteneurs, des pétroliers, des méthaniers, des vraquiers. Elle flotte entre des ports, des détroits, des façades maritimes et des canaux. On parle souvent de la mondialisation comme d'un phénomène numérique, financier ou aérien. Mais son socle matériel reste largement maritime. Imagine un port géant au lever du jour. Des grues déplacent des conteneurs avec une précision mécanique, des camions entrent et sortent, des trains emportent des marchandises vers l'intérieur des terres, des navires attendent leur tour. Tout semble technique, presque froid. Pourtant, derrière cette scène, il y a une réalité géopolitique majeure. Celui qui maîtrise les mers maîtrise une partie essentielle de la circulation du monde. Les océans couvrent environ 70% de la surface de la Terre. Cette immensité pourrait donner l'impression d'un espace vide, libre, presque indifférent aux frontières. En réalité, les océans sont aujourd'hui parmi les espaces les plus organisés, surveillés et disputés de la planète. Ils sont à la fois des routes, des réserves de ressources, des supports de communication, des espaces militaires, des milieux fragiles et des objets de droit international. Le premier enjeu est commercial. Environ 80% du volume des marchandises échangées dans le monde est transporté par voie maritime. Ce chiffre est fondamental pour le bac parce qu'il permet de comprendre pourquoi les océans sont si stratégiques. La mer permet de transporter massivement sur de très longues distances et à des coûts relativement faibles. Le téléphone que l'on utilise, les vêtements que l'on porte, les céréales, les minerais, le gaz, le pétrole, les pièces détachées ou les produits manufacturés ont très souvent emprunté une route maritime. Le commerce maritime repose sur une organisation très précise. Les ports sont des interfaces entre la mer et la terre. Un grand port n'est pas seulement un quai où l'on décharge des marchandises. C'est une plateforme logistique reliée à des zones industrielles, des entrepôts, des voies ferrées, des autoroutes et des marchés de consommation. Les façades maritimes les plus dynamiques, comme celles de l'Asie orientale, de l'Europe du Nord ou de l'Amérique du Nord, concentrent des ports majeurs, des flux, des industries et des services. La conteneurisation a transformé cette géographie. Le conteneur standardisé permet de passer plus facilement du navire au train ou au camion. Il accélère les échanges, réduit les coûts, sécurise les marchandises et rend possible une mondialisation fondée sur la fragmentation des chaînes de production. Une pièce peut être fabriquée dans un pays, assemblée dans un autre, vendue dans un troisième. La mer relie ces étapes. Mais cette fluidité repose sur des passages sensibles. Les routes maritimes ne sont pas simplement dessinées au hasard sur l'océan. Elles se concentrent dans des détroits et des canaux qui fonctionnent comme des points de passage obligés. Le détroit de Malacca relie l'océan Indien à la mer de Chine méridionale. Le détroit d'Ormuz est essentiel pour les hydrocarbures du Golfe. Le canal de Suez relie la Méditerranée à la mer Rouge. Le canal de Panama relie l'Atlantique et le Pacifique. Bab el-Mandeb, Gibraltar, le Bosphore ou les détroits danois ont aussi une forte valeur stratégique. Ces passages montrent une première contradiction. Les océans sont immenses, mais la mondialisation passe par des lieux étroits. Un accident, un conflit, une attaque, une crise diplomatique ou un blocage peut perturber des chaînes d'approvisionnement entières. Plus les économies sont interconnectées, plus elles dépendent de routes sûres. Les mers sont donc des espaces de liberté, mais aussi des espaces de dépendance. Le deuxième enjeu est celui des ressources. Les mers et les océans ne sont pas seulement des routes, ce sont aussi des espaces que les États et les entreprises cherchent à exploiter. Il y a d'abord les ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources de la pêche. Elles sont vitales pour l'alimentation, pour l'emploi et pour de nombreux territoires littoraux. Mais elles sont aussi menacées par la surexploitation, les pratiques illégales et les tensions entre pêcheurs, États et organisations de protection de l'environnement. Il y a ensuite les ressources énergétiques. Le pétrole et le gaz offshore jouent un rôle important dans l'économie mondiale. L'éolien en mer se développe aussi dans le cadre de la transition énergétique. Les courants, les marées et la houle font l'objet de recherches et d'expérimentations. Les océans deviennent donc des espaces où se croisent les anciennes énergies fossiles et les nouvelles ambitions énergétiques. Il y a enfin les ressources des fonds marins. Certains espaces abyssaux contiennent des nodules polymétalliques ou d'autres ressources minérales qui intéressent les industriels. Mais leur exploitation soulève des problèmes majeurs, coûts techniques, incertitudes scientifiques, risques pour des écosystèmes très mal connus, débats sur la protection du patrimoine naturel commun. Ici, la question est simple. A-t-on le droit d'exploiter un milieu que l'on connaît encore très imparfaitement? Pour comprendre ces enjeux, il faut maîtriser une notion essentielle, la zone économique exclusive, ou ZEUC. La ZEE est un espace maritime qui peut s'étendre jusqu'à 200 milles nautiques
à partir des lignes de base d'un État côtier. Dans cette zone, l'État ne possède pas une souveraineté totale comme sur son territoire terrestre, mais il dispose de droits souverains pour explorer, exploiter, conserver et gérer les ressources. Cette nuance est importante. Une ZEE n'est pas une mer entièrement nationalisée. Les autres États conservent notamment certaines libertés, comme la liberté de navigation. Mais la ZEE donne à l'État côtier des droits économiques considérables. Voilà pourquoi certaines îles, parfois très petites, deviennent stratégiques. Contrôler une île ne signifie pas seulement contrôler un morceau de terre, cela peut permettre de revendiquer des droits sur une vaste zone maritime. Les océans sont donc de plus en plus territorialisés. Territorialiser ne veut pas forcément dire posséder totalement. Cela veut dire nommer, cartographier, mesurer, réglementer, surveiller et parfois contester un espace. Les frontières maritimes, les ZEE, les plateaux continentaux, les zones de pêche, les parcs marins ou les routes de câbles contribuent à transformer l'océan en espace organisé. Le troisième enjeu est numérique. On imagine volontiers Internet comme un réseau immatériel fait de nuages, de satellites et d'ondes. Mais une très grande partie des communications numériques internationales passe par des câbles sous-marins. L'Union internationale des télécommunications rappelle que ces câbles forment l'épine dorsale des communications mondiales et transportent environ 99% du trafic Internet mondial. Cette donnée est très utile parce qu'elle casse une illusion. Le numérique a un corps et ce corps passe sous les mers. Les câbles sous-marins relient les continents, les marchés financiers, les administrations, les plateformes numériques et les citoyens. Ils rendent possibles les transactions bancaires, les visioconférences, les messageries, les services cloud, les réseaux sociaux, la diffusion de contenu. Leur vulnérabilité devient donc un enjeu de sécurité. Un câble peut être endommagé par un séisme, une ancre, un chalut, un accident technique, mais aussi par une action hostile. Dans un monde de tensions hybrides, les fonds marins deviennent un espace stratégique. Le quatrième enjeu est militaire. Une puissance maritime ne se définit pas seulement par sa capacité à commercer, elle se définit aussi par sa capacité à protéger ses routes, surveiller ses approches, intervenir loin de son territoire et dissuader ses adversaires. La mer permet la projection de puissance. Un porte-avions est une base aérienne mobile. Un groupe aéronaval permet d'envoyer un signal politique. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engins participe à la dissuasion. Une base navale à l'étranger permet de soutenir des opérations lointaines. La militarisation des mers ne signifie pas que la guerre y est permanente. Elle signifie que les États se préparent à défendre leurs intérêts dans un espace où circulent leurs richesses, leurs données, leurs approvisionnements et parfois leurs forces armées. Les Marines militaires servent à protéger, surveiller, montrer sa présence, coopérer, dissuader ou intervenir. Elles peuvent lutter contre la piraterie, escorter des navires, participer à des missions internationales, mais aussi se confronter dans des zones de tension. Les océans sont donc des espaces de rivalité. Rivalité pour les routes, rivalité pour les ressources, rivalité pour les zones maritimes, rivalité pour les points d'appui, rivalité pour les technologies de surveillance, rivalité pour les câbles, rivalité pour les fonds marins. Ces rivalités peuvent être visibles, par exemple lorsqu'un État envoie des navires dans une zone contestée. Elles peuvent aussi être plus discrètes lorsqu'il s'agit de renseignements, de cartographie des fonds ou de surveillance d'infrastructures. Mais il serait faux de réduire les mers et les océans à une simple logique de confrontation. Ce sont aussi des espaces de coopération. La navigation internationale suppose des règles. La sécurité en mer suppose des conventions, la protection de la biodiversité suppose des accords. La lutte contre la piraterie, la pollution, la surpêche ou les accidents exige des formes de coordination. L'océan dépasse les frontières. Il oblige donc les États à discuter. Le droit de la mer joue ici un rôle central. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982, fixe un cadre majeur. Mer territoriale, ZEE, plateau continental, haute mer, liberté de navigation, exploitation des ressources. Elle ne supprime pas les tensions, mais elle donne un langage commun pour les traiter. Le droit ne remplace pas les rapports de force, mais il les encadre, les légitime ou les conteste. La haute mer, c'est-à-dire les espaces maritimes situés au-delà des juridictions nationales, pose une question particulièrement difficile. Elle est ouverte à tous, mais tous les acteurs n'ont pas les mêmes moyens de l'utiliser. Les grandes puissances, les grandes entreprises et les États dotés de capacités scientifiques ou militaires avancées y disposent d'un avantage considérable. Ici encore, l'océan ressemble à un bien commun inégalement maîtrisé. L'enjeu environnemental renforce cette tension. Les océans absorbent une partie du réchauffement, subissent l'acidification, reçoivent des pollutions, voient certaines ressources diminuer et abritent une biodiversité encore très mal connue.
Les protéger est indispensable, mais les exploiter reste une priorité pour de nombreux États et de nombreuses entreprises. L'océan est donc pris entre deux impératifs, produire et préserver. Pour le bac, il faut éviter deux simplifications. La première consiste à dire que les mers sont seulement des espaces de commerce. C'est insuffisant. Elles sont aussi des espaces de puissance militaire, de ressources, de communication numérique, de risques environnementaux et de droit international. La deuxième consiste à dire que les océans sont des espaces sans règles. C'est faux. Le droit existe, mais il est contesté, inégalement appliqué, parfois dépassé par les évolutions techniques et géopolitiques. La grande idée à retenir est que les mers et les océans sont stratégiques parce qu'ils concentrent quatre dimensions: circulation, ressources, puissance et gouvernance. Ils permettent la mondialisation, mais ils en révèlent aussi les fragilités. Ils semblent ouverts, mais ils sont disputés. Ils sont immenses, mais traversés par des points de passage sensibles. Ils sont communs, mais appropriés par morceaux. Dans une dissertation, tu peux utiliser cette tension. Si le sujet demande si les océans sont des espaces de rivalité, commence par montrer les rivalités économiques et militaires, puis les rivalités juridiques et territoriales, avant de nuancer par la nécessité de coopération. Si le sujet porte sur la puissance maritime, montre que la mer permet de commercer, de projeter la force, de contrôler des ressources et de peser dans la gouvernance mondiale. Si le sujet parle de biens communs, rappelle que l'océan concerne l'humanité entière, mais qu'il est utilisé de manière très inégale. Pour retenir cet épisode, garde une image: l'océan est à la fois une route, une réserve, un câble, un champ de bataille potentiel et un milieu à protéger. C'est cette superposition qui fait sa puissance géopolitique. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.